On monte, on prend des camions, des fois, on va à Amsterdam et dans le nord de la Hollande récupérer des. On fait l'aller-retour en 48 heures, on prend un Mercedes Sprinter, on lui crée une mezzanine à l'arrière et puis on redescend 10 sur Banaro et Backfit, par exemple, et qu'on va déposer dans les magasins. Il y avait beaucoup de magasins qui demandaient à Greg et à Manu de chez Moustache, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas de vélo classique? Greg et Manu répondaient tout naturellement que demain, il y aura quasiment que du vélo électrique. Donc c'est pas pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire du vélo classique? C'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt. 2019, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il me manque pour me lancer, par exemple. Hmm. Des moyens financiers, des moyens techniques, enfin voilà, la liste est faite et ça crée un peu une roadmap sur comment est-ce que je peux arriver jusqu'au fait de fabriquer mes propres vélos Hmm. et combien de temps ça peut me prendre. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Thomas, bonjour. Thomas Mest, Salut Antoine, ravi de t'accueillir pour ce ravi nouvel également. épisode du podcast En roue libre. Euh, Thomas, ça fait longtemps qu'on se côtoie. Je crois que ça doit être depuis 2011 ou 2012. C'est à peu Euh, près ça, ouais. ouais, à l'époque, je travaillais avec un ami qui s'appelle Grégoire Dandre, que je salue, qui est le patron de Mulbar, les bars énergétiques. Et je l'aidais pour distribuer la marque Chrome, les sacs Chrome en France, avant que la distribution soit reprise par la marque et l'Europe. Et donc à cette époque-là, bah, on s'était mis en contact parce que toi tu bossais chez Cyclable à Ouais, l'époque. tout à fait, Ouais. complètement. Et donc il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis, et dont une très très intéressante que certains ont pu voir au Salon de Lyon pour ceux qui y étaient. C'est une nouvelle marque de vélo qui s'appelle Epsilon Bike. Dont j'aimerais que tu nous parles dans le détail, parce que c'est un projet qui est super intéressant et que j'aimerais mettre en lumière grâce à ça. Avant tout ça, deux choses. Déjà, un grand merci à ceux qui nous écoutent et qui me font et qui nous font des feedbacks super positifs sur le podcast. Encore une fois, c'est pas des quantités astronomiques d'écoute et de stats, etc. On n'est pas sur du Joe Rogan. Mais en tout cas, les retours qualitatifs sont vraiment super chouettes, et je vous remercie tous pour me témoigner de votre je sais pas, satisfaction ou en tout cas intérêt pour le podcast. Et merci aussi pour les invités. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, du coup, c'était plutôt pour toi, Thomas, qui est la question que je pose maintenant à tous mes invités. C'est qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Qu'est-ce qui m'a amené au vélo? Beaucoup de choses, mais à la fois, je dirais, comme un peu toutes les personnes qui sont passées par ici, comme beaucoup de confrères dans l'industrie, c'est forcément la passion. La passion du vélo en elle-même, en étant pratiquant, en étant gamin, en ayant toujours été sur un vélo. J'y étais emmené par mon papa qui roulait pour le loisir. Et puis, la passion aussi un peu du métier. J'étais justement gamin à passer beaucoup de temps dans les magasins de vélo, comment dire, à regarder avec envie les vélos qui étaient. C'était beaucoup le matériel qui m'intéressait. J'ai jamais été un grand cycliste ou sportif, mais par contre, j'adorais baigner là-dedans, j'adorais cet univers. Et petit à petit, de club de vélo de route en sortie de VTT avec les copains, toute ma vie a commencé à tourner un petit peu autour de ça. Et donc, naturellement, je dirais, enfin, quoique, euh, avec le temps, il a fallu se rendre à l'évidence que, il fallait œuvrer là-dedans. Hmm. C'était là où je me retrouvais le plus, où je me sentais le plus chez moi.
Même s'il a fallu se faire violence, j'étais pas forcément bon en mécanique, même pas bon bricoleur. J'étais pas du tout vendeur. J'étais, comme je le disais, pas bon cycliste. Donc, j'avais pas les prérequis en fait qu'il y avait à l'époque, il y a encore 20 ans, 15 ans, Hmm, pour travailler dans le vélo. C'était un milieu qui obéissait à quelques clichés aussi. hmm. Il fallait être bon sur le vélo et avoir une justification aussi technique, ce genre de choses. Mais bah, il fallait se rendre à l'évidence et c'était par là que je voulais m'orienter. C'était ce que je voulais faire et après avoir testé différentes choses au niveau professionnel, après avoir cheminé un petit peu, j'ai commencé à vraiment m'insérer dans les magasins de vélo plus pour comment dire, pour y travailler, à apprendre et de fil en aiguille, mon parcours s'est construit comme ça. Ok, alors comment, à quel moment tu t'es justement rendu compte que il n'y avait pas d'autre choix, il fallait que tu bosses dans le vélo et enfin, c'était quoi ensuite la démarche? C'était quoi ton premier job dans le vélo? Comment t'y es arrivé? Mon premier job dans le vélo, c'était mon stage de troisième. Ouh, stage Chez- d'insertion, ouais, Ouais, stage, ouais, découverte du découverte, ouais. milieu du travail. Oh, Et donc, c'était chez le vélociste, chez qui, comment dire, mes parents m'avaient acheté mon premier beau VTT pour rouler hmm. en club et tout ça. C'était quoi le vélo? Euh, c'est un Orbea Ténéré. Oh, Ah, si je le retrouvais aujourd'hui, je pense pas que je prendrais beaucoup de plaisir avec, tellement ouais. les géométries étaient à Hmm. milieu de ce qui se fait à l'heure actuelle. Puis t'avais les Mais cantilevers et puis t'avais. non, j'étais en V-Break quand Ah, même. t'étais en V-brake déjà? Ouais, Pas et mal. j'avais les fameux pneus Alligator Gold avec les bandes jaunes sur le côté, Oh, forcément. mythique. Oh là là. Et donc, stage de troisième chez Cycle Julienne à Colombelles, Ok. un magasin un peu mythique de la région caennaise. Et traditionnellement sponsor du club. Donc à l'époque, on allait acheter le vélo chez le sponsor du club. Hmm. Et voilà. Donc ça, c'était la première initiation, on va dire, mais c'était génial, c'était bien. Ça m'a permis de voir ce qui se passait derrière le comptoir pour la première fois. Et en parallèle de ça, j'animais un peu une communauté sur Internet à l'époque du web, entre le 1.0 et le 2.0 Ouh là là. avec un ami, enfin, qui est resté un ami aujourd'hui. On va dire que, ouais, pour caricaturer, j'étais un peu troll à l'époque. Hmm. Il y en avait beaucoup sur les forums qui étaient naissants, sur le forum Ah, mais bien vélovert.com. sûr, vélovert.com. Voilà, on y a tous été. C'était quoi le Et pseudo sur vélovert.com? je crois que c'était Maguds, qui est Maguds. un Waouh. dérivé de Magura Gustavs. Ah, vraiment, Ouh. on rentre dans le cliché là. D'accord. Moi, Et c'était Freerider 001. il me semble bien, j'ai des Ouais. souvenirs de ça. Ouais. Hmm. Et on y passait beaucoup de temps. Ouais, On y carrément. passait beaucoup de temps. Et il n'y avait pas grand-chose. Enfin, le vélo était beaucoup plus petit que ce qu'il Hmm. représente à l'heure actuelle, Ouais. de ce qu'il est maintenant. Donc, quand on voulait parler de pratiques naissantes, à l'époque du dual slalom, Hmm. du VTT freeride, Oh là là. à l'époque, il y avait peu de vidéos, mais on te voyait quand même dans les magazines, par exemple. Et, et donc, le forum Vélo Vert était un petit peu l'endroit où on allait tous échanger, soumettre nos points de vue. Hmm. Et à un point où je me souviens que j'ai été aussi exclu du forum Oh. par la job. Oh, Et putain. je n'en ai pas reparlé depuis. Ah ouais. Mais, Hmm. voilà, Christophe Jobic, qu'on salue, qu'on embrasse. voilà. Et toute l'équipe Vélo Vert qui a Hmm. fait naître bien des passions Ah, bien sûr. et dont la mienne, hein. Il y avait Hmm. peu de médias à l'époque et heureusement qu'il y a eu un média de qualité comme ça pour entretenir nos passions et puis même les faire naître, je pense, pour Ah beaucoup. bah oui. Et tu sais que c'est Christophe Jobic qui a créé le forum de toutes pièces, qui s'est tout Ouais, paluché, et c'est lui qui a créé toute la structure du site vélovert.com jusqu'à il y a peu de temps. Mais c'est c'est un travail Christophe, colossal. Christophe, ouais, c'est un travail colossal, c'est un énorme geek, Christophe. Ça se Et ressent, ça se ressent ouais, bien. c'est fou, c'est fou. Ah, c'était une sacrée époque. Ah, c'est clair. Ouais, Hmm. ouais, c'était. Et donc, de fil en aiguille, enfin, banni du forum Vélo Vert, il a fallu aller sur d'autres médias. Bon, c'était du bannissement temporaire, bien sûr. C'était Qu'est-ce qui t'a valu de te faire bannir?
du mal à m'en souvenir, mais à l'époque, écoute, je dois avoir 15 ans, je suis derrière mon ordi Et et tu- voilà, comme on dit maintenant, on troll un peu, on répond un peu trop, on prend un peu trop position, ce genre de choses. Et, mais rien de bien méchant, mais Hmm, c'était pour respecter la forme du forum, je pense. ouais. Et donc, il y a une communauté parallèle qui se crée, c'est le forum espacevtt.com, et je vais vraiment le citer Ouh, aujourd'hui, ah mais bien sûr. et Ah là. dont donc, créé par Maxime Bourri et qui est devenu un ami très très proche. Il habitait pas loin de chez moi. Hmm, On était fan de toute la mouvance Street Dirt 24 Bicycles. On bien a sûr. commencé à créer des événements, à créer une autre communauté sur des chats sur AOL, ce genre de choses. Et Hmm, ce qui est marrant, c'est que 20 ans après, on continue de voir des personnes de ces communautés-là. Alors des fois, on ne s'est pas vu pendant cinq hmm, dix ans. Mais c'est marrant de voir que c'est quelque chose qui a suivi un petit peu et de voir que carrément. les passions de ces personnes-là ont suivi. Donc, Bah oui. il y a eu cette implication-là, totalement off et passionnée. Alors, est-ce que Et tu te rappelles des Panam Freeriders? tout à fait, Ah. complètement. Alors, tu sais que quand même, il y a un des membres des Panam Freeriders qui a fait un truc sympa récemment. Non, dis-moi. Eh bah, Johan Bourlier, Ouais. bah, c'est coprésident de Mavic. Johan faisait partie des Eh ben, Panam bien sûr. Freeriders. Ah, Ouais. mais parce que j'ai travaillé avec Johan, c'était un de mes clients quand j'étais j'œuvrais chez Moustache et on s'est Mhm. recroisés deux, trois petites fois depuis. Donc effectivement, je suis son actualité et surtout avec Mavic. Voilà. Je ne savais pas du tout Ah qu'il bah faisait oui. partie des Panam Donc Freeriders. C'est excellent. Johan qui est le coprésident de Mavic aujourd'hui, et donc était l'un des membres des Panam Freeriders à l'époque, Génial, c'est avec génial. Antoine Leca, Julien Lenief, et il y en avait un autre. Et moi, enfin, on se côtoyait, puisque moi, je suis de région parisienne aussi. Mhm. Et donc, avec Julien Rouvelou de Nick Laroute à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, eh ben, on faisait du street trial, enfin, du street tout court, enfin, avec nos gros vélos et tout ça. Donc, époque, voilà. Et donc c'est toujours drôle quand je croise Johan, donc dans les allées des salons au rock et tout ça, Excellent. et qu'on reparle des années Panam Freerider avec ces photos. J'ai encore les photos, c'est les coupures de presse et tout ça, c'est mythique. Bon bref. Donc Excellent. Non, mais ça. espacevtt.com. Ouais, voilà. Et Hmm, puis tout ce qui a suivi derrière. Donc, on a pris part à l'organisation un petit peu des pans de tour ouf. de 24 bicycles, un peu de manière officieuse. Il y avait les Hmm. dates officielles. Et puis, nous, en fait, on avait 16 piges, hein. On Ah créait ouais, des événements ouais. comme ça. On le disait pas forcément trop à nos parents non plus. Tout ce qu'on faisait de nos Hmm. étés, on partait 3 4 semaines. On avait un copain qui avait le permis. On allait sur la méga avalanche. Faire des, voilà, Hmm. on était une petite communauté qui raidait un peu partout en France et qui s'inspirait, en tout cas, qui se nourrissait un petit peu de ce milieu du vélo, du Hmm. VTT surtout, euh, dont l'émergence a pu se faire aussi grâce à Internet à l'époque. Ah ouais, Donc c'est marrant quand on y repense aujourd'hui. Et hmm. ça a été fondateur pour pas mal de personnes, je pense, Bien dans sûr. notre industrie, puisqu'on en recroise, bah, comme tu le cites, Bah ouais, euh, ouais. Et Johan, puis, par exemple. les marques comme 24 Bicycles à l'époque ont amené beaucoup de gens au vélo, ont démocratisé le street, le dirt d'une certaine manière, et ça donnait ce petit côté cool justement au vélo Mhm. qu'on n'a pas ou peu retrouvé depuis, quoi. Il y avait vraiment une team, il y avait vraiment un corps, un truc assez, ouais, assez fédérateur avec cette marque qui a beaucoup rassemblé, qui a fait plein d'événements. Je me rappelle de toute cette équipe, quoi. Ouais, Ouais, c'était magique. C'était ouais, magique. c'est clair. Ouais. Très bien. Et donc, Et donc après, ouais. juste pour professionnaliser tout ça, arriver à un âge un peu plus de raison, Hmm, à l'entrée à l'âge adulte, comme beaucoup de personnes aussi, un petit essai dans des filières un petit peu conventionnelles hmm. comme l'économie, ce genre de choses, une petite Oui, expatriation au Canada, et pour finalement se rendre compte que c'était l'envie du vélo qui était toujours là. Et donc, mon premier job salarié réellement, ça a été, comme beaucoup, chez Decathlon, au rayon cycle, très bien. en plateforme d'atelier même. Ça a été Hmm, le premier, ouais. c'était le début des, Des- des, des- des entrepôts régionaux, ouais, des service centers. ouais. Donc,
c'était très formateur à devoir réparer 30 vélos par jour, des Hmm. vélos qui arrivaient dans des rolls, dans des cages, et puis Ouais, avec malgré tout bah, un objectif de satisfaction client et de rentabilité. bien sûr. Et Hmm. après ce test, ensuite, bah, inscription à l'INCM pour passer le CQP de conseiller technicien cycle en 2007. Très bien. Ok. Voilà, filière très classique Ah pour le ouais, vélo. très très classique, ouais. Ah, l'école des 4, l'école des 4, quoi. Une belle case de cocher. C'est ça. C'est ouais, ouais, ouais. Comment apprendre à gérer un magasin? Bon, un rayon, hein, pour le coup, on Mmh. parle, mais un rayon, c'est un magasin dans le magasin. C'était ouais, c'est une belle école de l'entrepreneuriat finalement, et d'apprendre d'apprendre à gérer un shop sans risque, sans risque de se planter, avec tout le support de Decat et Mmh. le confort et puis la détente. T'appelles l'autre magasin qui est au bout de la France, c'est un peu le Club Med. C'est ouais, salut, salut, c'est Antoine de Paris 2. Moi, j'étais à Paris 2. Ouais, tu vas bien? T'aurais pas ça en stock, tu peux me l'envoyer. Euh, ouais, toujours très cool. Ouais. Donc, CQP cycle. Alors, qu'est-ce que t'en as fait de ce CQP cycle? T'es allé où après? Et ben, ce CQP, je l'ai passé donc en alternance. À l'époque, il se passait principalement en alternance sur une année complète. Ah ouais. Et donc, c'est à l'époque où l'INCM n'avait qu'un seul centre. C'était rue des Épinettes dans le 17e. C'était une école de vélo qui était située au cinquième étage d'un vieil immeuble parisien, Mhm. un atelier de vélo. C'était assez atypique, mais plutôt génial. Une formation vraiment de qualité. Et je l'ai fait en alternance donc chez un magasin qui s'appelle Cycle Saint-Honoré, dans le premier arrondissement à Ouh, Paris. bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, Euh, cycle Saint-Honoré, j'ai plus le truc, mais on en est où de cycle Saint-Honoré? François, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu, mais aux dernières nouvelles, c'était toujours un petit magasin de 35 mètres carrés, Ouais, ouais, je m'en souviens bien. avec 1,90 m sous plafond. C'est assez confiné. Hmm. C'est un magasin qui fait du très très beau vélo de route. Oui, bien sûr. La clientèle était surtout composée de personnes qui vraiment, enfin, il y avait beaucoup de triathlètes, mais on faisait vraiment du vélo d'exception. Hmm. On sortait pas mal de Cervélo à l'époque où la marque n'était pas ce qu'elle est à l'heure actuelle, par exemple, du Isaac, des beaux montages look de triathlètes. Donc c'était très formateur. Moi qui venais du coup plutôt du VTT et de Decat, c'était très formateur pour l'aspect route que je connaissais un petit peu moins Hmm. et sur toute la minutie qu'on doit apporter sur le montage, l'entretien d'un vélo de route. Hmm. Et j'ai eu la chance que François me laisse pas mal la main sur le magasin, non pas à le gérer, mais en tout cas à être assez libre, en tout cas dans l'offre que je proposais, principalement sur la partie urbaine. Et sur la gestion clientèle, François n'était pas forcément toujours là. Donc, moi, j'arrive à Paris, j'ai 20 ans. On me propose d'apprendre la mécanique et puis de m'occuper un petit peu d'un point de vente. J'ai jamais vendu Hmm. réellement, hormis chez Decathlon, effectivement. Et c'est génial d'avoir cette carte-là, de pouvoir être libre dans l'offre qu'on propose. Et notamment, bah, j'arrive juste après le salon du cycle de 2007 à Hmm. Paris, Ah oui. où il y a Matra qui est présenté. Et à partir de ce moment-là, tous les magasins de vélos de France, quasiment, commandent un Matra électrique pour Hmm. mettre dans leur magasin. C'est un peu une date fondatrice, je dirais, dans le vélo assistance électrique en France, qu'un grand nom comme ça se penche sur le sujet. Hmm. Et donc, bah, comme beaucoup de magasins, j'ai un vélo Matra équipé d'un moteur Bionix qui est, on va pas se le cacher, qui n'est pas le meilleur vélo à rouler du monde, mais qui toutefois fait s'interroger. Hmm. C'est une nouvelle gamme, c'est un nouveau type de vélo. Est-ce que c'est pour les feignants? Est-ce que c'est pour les handicapés ou quoi que ce soit? Et Pour les à vieux. l'époque, voilà, les vieux. À Voilà. l'époque, les Je, clichés. je précise, c'est un cliché. Hmm. Voilà, Voilà, quand même. tout à fait. On Et l'a beaucoup entendu. oui. Et moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir. Enfin, je trouve que ça donne un côté un peu universel au vélo. C'est pas Hmm. abouti, clairement, mais ça suscite l'intérêt des consommateurs, des clients, et notamment bah, de personnes qui ne seraient jamais venues dans un magasin de vélo en temps Hmm. normal. Ouais, De surcroît, un magasin de vélo spécialisé. bien sûr. Donc, je trouve ça intéressant et puis je commence à m'intéresser un peu au vélo assistance électrique au sens large.
en Hmm. plus du vélo sportif. Je trouve que ça a sa place et qu'il y a beaucoup de choses à créer là-dessus. Donc, c'est à partir de là où bah, je commence à m'ouvrir un petit peu sur les pratiques urbaines, les pratiques naissantes, le déplacement à vélo. On est, bah, comme je disais, en 2007-2008. Le Vélo à Lyon est là depuis 2005. Le Vélib vient d'être installé à Paris. Donc à Paris, on se dit, que tous les magasins se disent qu'ils vont arrêter de vendre des vélos urbains parce qu'il y en a gratuitement dans toute la rue. Ouais. Hmm. Et bah, le futur montrera que c'est l'effet totalement inverse, c'est que plus il y a de vélos, plus les gens font du vélo. Bien Donc sûr. Hmm. ça permet de démarrer quelque chose de très intéressant. Mais c'est vrai à l'époque, on se disait, en voyant arriver le Vélib à Paris, on se disait, mais les gens vont plus acheter de vélo, quoi. Hmm. Et en fait, c'est tout l'inverse, parce que ça a permis à des gens de faire du vélo dans Paris, alors qu'il y en avait finalement très très peu. Exactement, tout à fait. Ça a incité les pouvoirs publics aussi et les territoires à accentuer leur politique cyclable, ce genre de Hmm. choses. Donc effectivement, le vélo en libre-service a vraiment été un élément déclencheur, je pense, de toutes les politiques cyclables qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Ok. Donc là, pour resituer, donc tu étais toujours chez Cycle Saint-Honoré? Toujours chez Cycle Saint-Honoré jusqu'à fin 2009 à peu près, de mémoire. Hmm. Et en fait, entre-temps, j'ai failli descendre sur Lyon. Mhm. Lyon était une ville qui m'avait toujours intéressé. Alors, de par sa proximité pour les montagnes, Mhm. étant normand d'origine et vététiste, et, Mhm. et tu vois, moi Et je t'as suis. pas besoin de me faire un topo. Voilà. Ouais, la méga avalanche que j'ai faite, je l'ai fait avec un vélo de DH de descente normand, c'est-à-dire un Kona semi-rigide en V-brake avec 100 000 mètres de débattement. Parce Quelle qu'à année? l'époque, 2005, 2004, 2004. Ah, 2004. Ouais. J'ai fait aussi en 2004. Bon, je t'avoue, je l'ai pas fini, hein. J'ai pas passé la station, le vélo n'a pas tenu. C'est Hmm. un 2000. vélo, Ouais, un un vélo vélo. qui avait une grande histoire à acheter à Ben Kijak chez Mountain Biker Ouh, Paris. oui, oui, oui. Voilà. Ben Kijak, oui, ancien, enfin ancien. À l'époque, une des figures du dirt en France, Et ça, n'est-ce tout pas? à fait. Ouais. Très talentueux, ce garçon. Ouais. Ouais, très sympa aussi. Très sympa aussi. Ouais, ouais, qui faisait partie de cette team qui avait fait les démos, le Paris Freestyle Show à Hmm. l'époque. Ouais, 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 très bien. Le Nissan Bon, Qashqai. ouais, Qashqai Challenge. Ouais. Ouais, excellent. Ouais, très bien. Méga Avalanche, ouais, Ouais, 2004. Oh, putain, ouais, c'était fou. 2004, j'avais fait 11e de la méga. pas mal. Ouais, Bravo. premier senior. Bien. Premier senior, ouais, c'était chouette. C'était très très chouette. Ouais. Ok, donc 2004, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et ensuite, dans la foulée de Cycle Saint-Honoré, donc dans mon intérêt pour le vélo à assistance électrique et le vélo urbain Hmm, grandit. Je trouve on voit que dans d'autres pays, il y a des super vélos urbains qui se développent, qui se vendent en magasin, que Internet aidant à se renseigner sur ce qu'il se passe ailleurs. hmm, On voit qu'en Allemagne, le vélo urbain, c'est une vraie catégorie, que même si pour ceux qui le veulent, il y a des montages à la carte, il y a des vélos hmm, super techniques, il y a tout autant de passion pour l'urbain, hmm. Ouais. potentiellement, que sur le VTT et la route, par exemple. Mais toutefois, en France, bah, le marché n'est pas encore là. Hmm, Et j'ai la chance de rencontrer en 2008 au salon Airbike Laurent Bouffanet, qui est à l'époque, enfin Laurent Bouffanet, qui est le créateur des magasins Vélonautes à Lyon. Donc Vélonautes aujourd'hui, c'est à peu près 10 magasins de vélos urbains électriques sur Lyon. C'est vraiment l'enseigne principale, hein, hmm, et porteuse d'image du vélo assistance électrique et urbain sur Lyon. Et donc à l'époque, il a ce projet de monter Vélonautes. Et on se rend compte, on discute, et on se dit pourquoi pas bosser ensemble un jour. hmm, Ça se fait pas sur le moment. Et par contre, en 2010, on se repasse un petit coup de fil. Vélonaute faisait partie du projet Cyclable. Cyclable, donc aujourd'hui 60 magasins à peu près en France. ok. Et Cyclable fonctionnait un petit peu, on va dire, comme une coopérative. Cyclable en 2010, c'est 3-4 magasins, dont Vélonaute.
Et donc, bah, par cet intermédiaire, je rencontre, par l'intermédiaire de Laurent, un jour où je descends à Lyon, je rencontre Boris Val, le créateur de l'ancienne Cyclable Hmm. avec Isabelle Guillu, et qui là me fait un test du panel cyclable, de tous les vélos possibles que Cyclable peut distribuer, importer, et en me présentant tous leurs intérêts. Donc c'est à ce moment-là que je commence à découvrir aussi, ouais, en 2009, tout ce qui est bah, le moteur pédalier, le moteur Hmm. Panasonic, des vélos urbains avec du Nexus qui fonctionne bien, le moyo roll-off, le vélo de voyage, donc toutes les pratiques douces, mais qui peuvent rapidement se professionnaliser en France. Et Hmm. les magasins cyclables déjà existants sont là pour le prouver un petit peu. Et bah, on commence à passer pas mal de temps ensemble, à échanger. On voit que nos visions convergent un petit peu et nos affinités aussi. Donc, à ce moment-là, sur Paris, Cyclable avait un magasin, était en train d'en ouvrir un deuxième. Et bah, je prends la responsabilité d'un de ces deux magasins, le magasin Vélovia dans le 3e arrondissement. Et je commence à travailler pour Cyclable à cette occasion. Ok, très bien. Voilà. Et puis bah, de fil en aiguille, je descends sur Lyon pour ne plus travailler pour ce magasin Hmm. parisien, mais pour Vélonaute, donc les magasins lyonnais du réseau cyclable. Et là, bah, les choses s'accélèrent un petit peu parce que bon, bah, Cyclable est une très petite structure. Il y a même pas 2 salariés à cette époque-là Hmm. sur la tête de réseau. Les bureaux de Cyclable, c'est une cave dans le 5e arrondissement de Lyon, comme beaucoup de Hmm. débuts de belles histoires. Hmm. Et donc, bah, je descends sur Lyon, ouais, en mars 2011. Et donc, je travaille à la fois pour Vélonaute qui vient d'ouvrir son magasin spécialisé dans le vélo de voyage, donc un segment que je ne connaissais pas Hmm. spécialement, mais qui aura tout été passionnant et qui m'aura fait voyager au sens propre du terme, puisque je suis parti ensuite vraiment faire des longs voyages en vélo. Et donc je travaille pour Vélonaute la journée. Je fais un peu de référencement, de création de contenu pour Cyclable le soir. Et je travaille aussi pour Cyclable Entreprise un petit peu, Hmm. donc qui s'était créé en 2008 et 2009, pardon, et qui était une des premières sociétés en France à faire du vélo à destination des professionnels, des flottes Ok. de vélos, vélos pour profession Hmm. libérale, ce genre de choses, à créer une offre de service. Hmm. Donc voilà, je m'insère dans ce projet qui est assez novateur, qui n'existe pas vraiment en France, mais qui retient mon intérêt et qui est tout à fait passionnant. C'est de devoir créer ce genre de choses. Et puis bon, bah, comme dans toute petite boîte, de fil en aiguille, on trouve toujours des différentes choses à faire par-ci, par-là. Hmm. Et petit à petit, je me détache un petit peu de Vélonaute pour passer à 100% chez Cyclable. Et c'est là où on vient se rencontrer tous les deux, Antoine, pour la marque Chrome notamment, vu que je m'occupais du référencement des marques dans le réseau cyclable, et bah, notamment de la formation des nouveaux adhérents, Hmm. qu'ils soient intégrés ou franchisés sur les produits principalement. Donc, à faire pas mal de conseils, à naviguer un petit peu à travers tous les magasins en France pour distiller un petit peu de conseils sur la Ok. vente en elle-même, sur les techniques, sur un petit peu l'acclimatation aussi à ce milieu Hmm. du vélo, parce qu'on avait beaucoup de personnes qui on est à cette époque-là encore en période un peu post-Grenelle de l'environnement où bah, il y a beaucoup de magasins de vélos qui se sont montés en mettant juste des vélos électriques et puis de la moquette verte et puis du papier peint vert, histoire de faire beau et Hmm. un peu greenwashing. Donc la démarche de Cyclab, c'était d'aller au-delà et de faire vraiment de proposer des vélos avec le plaisir de faire du vélo, pas seulement Hmm. le plaisir de décarboner ou quoi que ce soit. Mais vraiment de recentrer l'expérience utilisateur aussi sur enfin, vraiment les fondements de la boîte étaient vraiment basés là-dessus. Hmm. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre effectivement quand il s'agit d'étoffer un petit peu le catalogue cyclable, de le professionnaliser et puis de donner un maximum de tips possibles à tous les membres du réseau pour travailler sereinement. Très bien. Alors, une fois qu'on s'est rencontrés et que ta vie a changé, à tout Ouais. jamais, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi chez Cyclable? Bah, chez Cyclab, ça a été beaucoup de structuration. Hmm. Enfin ouais, de structuration et ça a été très varié. Je repense on était vraiment.
précurseur sur beaucoup de choses. On voit par exemple, je vais prendre exemple sur le cargo bike par exemple. Chez Cyclable en 2011-2012, on commande des Yuba à Benjamin Sarrazin. Et Benjamin Sarrazin, à cette époque-là, il est encore en Californie. Il a qu'un seul modèle de Yuba. Il a un petit importateur en Allemagne. On reçoit le vélo totalement démonté, ce genre de choses. C'est prometteur. C'est un peu trop Mm. tôt. On essaye de faire prendre ce genre de choses, mais c'est compliqué. Le cargo biporteur, il n'y a pas tellement d'offres sur le marché. On monte, on prend des camions, des fois, on va à Amsterdam et dans le nord de la Hollande récupérer des. On fait l'aller-retour en 48 heures. On prend un Mercedes Sprinter, on lui crée une mezzanine à l'arrière et puis on redescend 10 sur Banaro et Backfits, par exemple, et qu'on va déposer dans les magasins. Quand tu vois, enfin, à l'époque, Urbanaro, qui aujourd'hui fait partie du groupe PON, Mm. Urbanaro était assemblé comment dire, une petite usine quasiment dans le cœur d'Amsterdam, dans un atelier aidé, dans un ESAT, quoi. Mm. Et bah, on allait voilà, récupérer nos Urbanaro un peu au cul des camions, comme on dit, et pour ensuite redescendre, pas dormir pendant 48 heures, et puis redescendre les vélos dans les magasins. Donc c'est un Mm. autre monde. À cette Ouais. époque-là, on est vraiment on est au four et au moulin. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est marrant quand on en parle aujourd'hui, mais c'est pas ça qui aide à structurer. Et Cyclable avait besoin de passer différentes étapes et Cyclable continue à grandir. Cyclable se structure. Enfin, je suis en train de penser à mes derniers moments chez Cyclable, mais il se passe énormément de choses. Il y a de l'arrivée enfin, l'arrivée de certains soutiens financiers qui viennent structurer aussi au niveau des méthodes et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se créent. Quand on voit aujourd'hui le panel de solutions qu'offre Cyclable, tout ne s'est pas fait en un jour. Et Mm. notamment d'un point de vue retail, il y avait déjà des personnes qui arrivaient à ce moment-là pour catégoriser l'offre, pour faire un peu de merchandising, ce genre de choses. Ouais. Ok, très bien. Et alors, après cette époque cyclable, qu'est-ce Après que... cette époque cyclable, il y a eu un gros moment enfin une grande partie de ma vie qui s'est fait à ce moment-là. C'est pas forcément, enfin, pendant quelques mois, il s'est passé pas mal de mouvements. La première, c'est que je suis parti, j'avais envie de passer un petit peu de l'autre côté du comptoir, du côté fournisseur et fabricant. C'était quelque chose qui me donnait envie depuis longtemps. Je trouvais ça hyper intéressant et ma connaissance du côté justement magasin et de la relation fournisseur de ce côté-là pouvait apporter un industriel, un fabricant. Et j'ai été contacté par BMC à ce moment-là. Et donc, Mm. je suis parti chez BMC. Mais c'est un endroit où j'ai pas réussi à trouver le bon feeling pour bien bosser. Mm. Et c'est dommage parce que je trouve que cette marque est vraiment superbe, vraiment géniale. Pour moi, c'est le genre de marque qui devrait faire partie des majors. Ils ont toute la technique et l'image pour le faire. Et j'espère vraiment que ils ont des vélos vraiment magnifiques et ils avaient une super équipe. Mais j'avais encore ma tête beaucoup au niveau du vélo électrique. Et j'ai eu un appel de la part de Grégory Sand, enfin un appel, on s'est croisé avec Mm. Grégory Sand, donc cofondateur de Moustache. Moustache, donc c'est une marque que j'avais aidé à référencer, enfin que j'avais volontiers référencé avec mes collègues de Cyclable à l'époque lors du lancement de la marque fin 2011. Et donc en 2013, j'ai eu le plaisir, vraiment le grand plaisir comment dire, de commencer chez Moustache en tant que responsable commercial sur une bonne partie de la France. Et donc me voilà toujours habitant à Lyon, mais monter Mm. une bonne partie de mon temps à Golbet, à Épinal dans les Vosges, et à Mm. commencer à travailler pour cette superbe marque que j'avais visité un an auparavant sur mon temps libre. Un an auparavant, bah, ils étaient 3-4 à tout faire. Un an après, ils sont 9-10. Donc Mm. moi, j'arrive un petit peu au-dessus de ça. Je dois être le 11 ou 12e Quelle époque, dans rappelle-moi? Quelle année? octobre 2013. Ok. Donc Moustache vient de terminer sa deuxième saison. Je crois qu'ils ont fait 3000 vélos à ce moment-là. Ou je sais, non, voici, ils ont fait 3000 vélos. Et c'est le lancement du tout suspendu. Le premier Mm. 27-9 FS. Ok. Donc, Moustache avait déjà un pied dans le VTT électrique, c'était bien vu. Le samedi 26, c'était un super vélo. Enfin, tous les châssis étaient vraiment magnifiques. Et c'est ce qui différencie Moustache, c'est d'avoir pris ce parti d'investir vraiment sur les châssis, sur les cadres, au contraire de tout baser sur la motorisation ou sur Mm. les dérailleurs.
de par l'expérience de Manu, d'Emmanuel Antonio, je pense vraiment, vraiment très bien vu de partir sur sur ce degré de qualité, enfin, sur cette perception. Enfin, voilà, c'était des vélos géniaux quand on a l'habitude de rouler et qu'on passe du temps en magasin, on savait que la recette serait excellente. Pourquoi? Bah, quand on est moustache en 2013-2014, le marché n'est pas encore totalement prêt Hmm. pour l'électrique et les remarques qu'on peut avoir, celles que je citais tout à l'heure en 2007 sur le fait que c'est du vélo de feignant, que ça ne concerne pas ma clientèle et tout ça, bah, elles sont encore quand même bien ancrées. Hmm. Pas seulement hors des villes, mais même dans les villes aussi. Donc, bah, Peut-être chez les tradis, surtout chez les tradis, alors ouais. il y a différentes classes de tradis. Il y a le tradi un petit peu vélo oxygène Hmm. qui fait son Gitane Peugeot. Et Oui. il faut noter que Gitane Peugeot ont été parmi les premières marques à proposer du bon vélo électrique, malgré tout, Hmm. avec le moteur Panasonic 26 volts à l'époque. Enfin, c'était du vélo simple mais fiable. Mais ils n'ont jamais trop su, je pense, capitaliser là-dessus. C'est dommage. Ouais. Et donc, ouais, 2013, bah, du coup, sous la houlette de Greg, je prends la voiture pour aller, entre guillemets, vendre du moustache un peu partout en France. Vendre, c'était un bien grand mot, parce que c'était surtout enfin, j'étais vraiment animé par une grande passion pour la marque, donc c'était vraiment un grand plaisir. Donc, en un an, on parcourt un peu toute la France pour proposer Moustache, pour proposer une vision et surtout enfin, une vision différente du vélo électrique, mais surtout une manière de travailler différente le vélo électrique, et qui se résumait au global aussi quand on expliquait ça au magasin. On demandait au magasin, on proposait au magasin de revoir un peu leur business model pour leur dire que bah, aujourd'hui, le marché du vélo électrique, c'est peut-être 10 000 pièces en France, mais aujourd'hui on est là, on sera là demain. Et ça va pas Hmm. s'arrêter comme ça. Et d'ailleurs, quand on demandait, il y avait beaucoup de magasins qui demandaient à Greg et à Manu de chez Moustache, mais pourquoi est-ce que vous faites pas de vélo classique? Greg et Manu répondaient tout naturellement que bah, demain, il y aura quasiment que du vélo électrique. Donc c'est pas pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire du vélo classique? C'est juste que il y a pas d'intérêt. Quand on travaille aussi bien le vélo assistance électrique et qu'on est parti avec Bosch de surcroît, c'est autant rester dans cette voie-là et continuer à très bien faire les choses. Alors, c'est facile à entendre aujourd'hui en 2023, hein. Oui. J'imagine qu'en 2013, on était vraiment, vraiment loin du pot. Mhm. Euh, C'était quoi, c'est quoi les réactions, les accueils? T'as dû avoir des trucs complètement lunaires, quoi. Ouais. Enfin, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples sans forcément nous donner de nom, mais juste nous dire c'est quoi les trucs qui t'ont fait vriller où tu t'es dit, attendez les gars, vous avez rien compris, quoi. Enfin, Bah, euh, j'ai jamais considéré que même quelqu'un qui me jetait d'un magasin, parce que ça a pu arriver, hmm, n'avait rien compris. ouais, Je considère toujours que si le message n'est pas passé, c'est que, enfin, n'est pas compris, c'est peut-être qu'il a été mal passé ou que le média n'est pas bon, par exemple. hmm, Donc, bien souvent, même quand le message n'était pas passé comme ça, j'essayais de le formuler différemment, de repasser ou quoi que ce soit. Je suis plutôt obstiné là-dessus. Et dans la mesure où je croyais, forcément, je crois toujours que le vélo assistance électrique de ce format-là, de bonne qualité, est une excellente chose, non seulement pour notre marché, mais pour tout ce qui nous entoure. Euh, je m'efforçais de retourner voir les gens et de leur proposer différemment, enfin de proposer des essais ou ce genre de choses. J'ai pas d'exemple où je pourrais pas te donner de cas particuliers. Je repense forcément à deux, trois magasins. Et un magasin à Rodez, dans l'Aveyron, qui m'avait. Enfin, même, je crois que Rodez, c'était pourtant une ville que j'affectionne beaucoup. J'ai de la famille par là-bas, mais je crois que c'est une ville dont je me suis fait virer de tous les magasins. Enfin, ouais, virer, c'est un grand mot, mais il y a trois magasins un peu enfin, pas emblématiques, mais qui ont trois positionnements différents. Et je me souviens qu'à cette époque-là, les trois ne voulaient pas du tout en entendre parler. Ils acceptaient un petit peu de vélo électrique qui venait des marques majeures avec lesquelles ils travaillaient parce que ça faisait partie du contrat, mais ils n'en vendaient pas parce qu'ils n'y mettaient pas de cœur à le faire non plus. hmm, Ce sont typiquement sur cette ville-là, les trois magasins se sont réveillés 2 ans après et se sont tous battus pour avoir la marque. ok. Voilà. Et alors toi, tu t'es là avec ton paquet de popcorn là, Hum. comment tu les accueilles, comment tu les... J'imagine que t'as pas forcément une position et puis c'est pas trop ta personnalité de dire bande d'idiots, maintenant
qui fait le malin. Mais comment du coup tu abordes ça et comment tu les accueilles et comment tu les accompagnes? En prenant le temps, déjà Hmm, sur la méthode de travail, on a toujours entendu parler des commerciaux ou des agents qui passent en magasin et qui, comme tu le dis, comme tu y fais allusion, font de la vente et de la survente. Moi, j'étais plutôt vraiment à initier le dialogue, à mettre le responsable de magasin ou le gérant dans les bonnes dispositions pour entendre. Enfin, il y a toujours ça, comment dire, quand on s'adresse à quelqu'un, qu'on veut lui faire passer un message, lui faire comprendre quelque chose, il faut qu'il soit dans les bonnes dispositions. Donc, hmm, fallait passer au bon moment, fallait connaître un petit peu les habitudes, étudier le marché, savoir faire des références au marché local, j'entends. hmm, Donc, il fallait trouver des exemples locaux. Il n'y a jamais meilleur exemple que la preuve. Donc, il fallait trouver des relais locaux. Ça pouvait être des personnes qui nous avaient déjà acheté un vélo, par exemple, pour qu'ils passent sur ce magasin. Enfin, hmm, et puis vraiment que au-delà du produit, les responsables de magasins, les vendeurs, les gérants prennent conscience de l'image pour ce qui nous concernait chez Moustache de la marque. Et hmm, forcément, Moustache a toujours eu une excellente image, donc ça a beaucoup aidé à rentrer enfin, à faire rentrer la marque dans les magasins. Mais ouais, et puis de toute façon sur le vélo électrique, la clé principale c'est le test, hein. hmm. Il y a pas de Ouais. secret. C'est tant que tu fais tester le vélo, surtout quand tu as en face de toi des vélos qui à l'époque bien souvent sont pas aussi bien construit qu'un moustache, parce que pas le même cadre, pas la même cinématique sur le tout suspendu, pas la même motorisation, pas la même attention aux détails, à la géométrie. Hmm, Les vélos ne guidonnent pas, ils n'ont pas forcément une batterie perchée sur le porte-bagages qui va faire secouer tout le cadre au-delà de 20 km/h, par exemple. Donc le test permet vraiment de... Et ça a été un des messages sur lesquels la marque a capitalisé, hein, c'est Test and Smile. hmm, La photo, c'est que ce soit pour les consommateurs ou les clients professionnels, hmm. ça a toujours fonctionné comme ça. L'essai, oui, je ne peux que abonder dans ce sens pour avoir moi-même été acteur du test pendant quelques années. Donc, super expérience moustache, j'imagine, très formateur. Combien de Ouais. temps? J'ai eu 3 postes différents sur 5 ans et demi, je crois, au Ok, total. très bien, Ouais. génial. Et la suite? La suite, après Moustache, bah, ça peut paraître bizarre, mais j'ai décidé de partir de chez Moustache en 2019, début 2019. Alors, ça a Mais été mais décidé il est tout à en fait amont. fou, ce type-là, là. Oui, c'est Pourquoi ce il que est tout le monde parti de te dit. moustache? Alors, explique-nous. Ce qui est marrant, c'est que c'est ce que tout le monde m'a dit quand je suis arrivé chez Moustache. Hmm, Qu'est-ce que tu vas faire avec une petite boîte qui existe à peine depuis 2 ans, qui fait du vélo électrique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que le marché va donner. Enfin, voilà. hmm, Ce qui est marrant, c'est que 6 ans après, 5 ans et demi après, le discours est totalement inversé. Je pars de chez Moustache parce que j'ai beaucoup œuvré. J'avais déjà pris une petite pause au milieu pour souffler et pour aller traverser l'Amérique du Sud avec ma compagne, que j'avais pas traversé l'Amérique du Sud en vélo. Ma compagne qui m'avait bien supporté, et que j'avais pas forcément beaucoup vu et que je hmm, remercie encore durant toutes ces années de boulot. Et donc, la dernière mission que j'ai eue chez Moustache, c'était responsable commercial export, où j'ai eu, dans la lignée du travail que Greg avait fait, le privilège d'aller représenter Moustache principalement sur les marchés européens et puis au Canada. Aller, justement, je vais pas dire prêcher la bonne parole, mais quasiment, présenter hmm, et vendre Moustache enfin, dans pas mal de pays différents. hmm. Et Ce je qui pars de chez... revient quand même, excuse-moi, mais quand on parle des pays d'Amérique du Nord, c'est quand même prêcher la bonne parole à cette époque-là, quoi. Oui, ouais, complètement. Hmm, On sait que à cette époque-là, on sait que les États-Unis, c'est pas la peine d'y aller. Même si Bosch a déjà un petit peu son antenne hmm, en ligne de front depuis quelques années, on sait qu'il y a encore sur les 50 États, il y en a encore 35 qui ont des lois, oui. enfin des Hmm, réglementations qui sont pas du tout en phase avec le vélo à essence électrique tel qu'on le connaît en Europe.
c'est à ce moment-là aussi qu'on réalise que bah, l'épicentre le centre névralgique du vélo assistance électrique, c'est vraiment l'Europe. Et que Mm. même s'il se passe des choses, j'entends sur le vélo assistance électrique de qualité, il Mm. se passe des Bien choses sûr. en Corée et au Japon. Enfin, le vélo assistance électrique est vraiment un produit européen. Mm. Et ce qui est Au-delà. marrant d'ailleurs, hein, parce que les États-Unis, bon, sont toujours en avance sur tout un tas de trucs, la technologie, enfin bon, bref, plein de choses. Mais c'est vrai que moi j'ai été assez frappé, puis je pense que toi tu as dû le voir aussi puisque tu travaillais dans ce domaine-là, mais j'étais assez frappé de voir vraiment le retard en quelque sorte des États-Unis sur le sujet du vélo à assistance électrique, alors que l'Europe est vraiment, enfin, a toujours été, mais du coup a renforcé sa dominance Mhm. sur le sujet. Et de toute façon, c'est toujours le cas. Mais ouais, le retard des États-Unis était assez, enfin, des États-Unis et de l'Amérique du Nord était assez impressionnant. Ouais, complètement. Complètement. Et puis c'est un marché qui s'articule vraiment différemment, même d'un point de vue un contact avec les consommateurs. Mm, C'est un pays de toute façon qui fait la taille d'un continent. Donc mm, c'est juste 50 petits pays qui sont accolés les uns aux autres. Donc ouais, commercialement, c'est très compliqué à travailler. On voit que toutes les marques, même sur du vélo classique, hein, qui sont arrivées sur place, reviennent en arrière parce que exploiter une marque sur place est vraiment trop coûteux. Bah, parce qu'il y a, je sais plus, 4 fuseaux horaires, il mm, faut 2 entrepôts, il faut 20 commerciaux pour couvrir le territoire. Donc, mm, c'est une affaire pourtant tout le monde en parle, hein, tout le monde dit, mais l'étape suivante, c'est l'Amérique. Enfin, à chaque fois qu'il y a une belle story, c'est toujours mm, le mot qui vient après. Mais Moustache, là aussi, a eu l'intelligence de ne pas mettre ses billes dans ce sens-là et de se focaliser sur un pays plus européen, forcément, comme le mm. Canada. Et Canada qui est un régal à bosser tant qu'on trouve les bons acteurs. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à bosser là-bas avec le distributeur qu'on avait sur place, que je continue à avoir de temps en temps, Stéphane. Et c'est un marché vraiment de qualité du Québec jusqu'à la Colombie-Britannique. Hmm. Ok. Alors, si on avance un petit peu, donc tu pars en trip, Mhm. tu pars un petit moment. Quand tu reviens, du coup, tu fais quoi? T'es chez qui? Quand je reviens de... Alors, enfin, D'Amérique du Sud. d'Amérique du Sud, enfin, je suis revenu d'Amérique du Sud, c'est là que j'ai pris mon poste à l'export chez Moustache. Ok, Moustache d'accord, très bien. m'a permis de faire ce break et Ok, je les génial. remercie encore. Hmm. Au-delà d'être un grand fabricant de vélos, c'est une grande boîte humaine. Ouais. Je pense que ça l'est toujours et en tout cas à l'époque, vraiment c'est le discours que beaucoup de personnes qui ont travaillé là-bas, je pense, peuvent avoir et c'est vraiment une grande boîte. Ouais, ok. Et alors, du coup, la Et suite. la suite, une fois, je pars de Ouais. chez Moustache à un moment charnière pour la société, c'est-à-dire que moi je n'ai connu que la vieille usine de Golbet, Hmm. qui était vraiment quasiment dans le centre d'Épinal. Et en fait, je pars à un moment où personnellement j'ai envie de me recentrer un peu sur Lyon. J'ai envie d'avoir un enfant aussi, par exemple. Hmm. Donc pas compatible avec certains le font, mais moi en tout cas, j'avais pas envie d'être un papa qui soit dans les avions et tout ça, Hmm. quand bien même la passion pour le métier m'anime. Et ça tombe à un moment où chez Moustache, j'arrive aussi un peu en bout de course et je suis pas du genre à m'agripper à un poste où mes compétences peuvent faire défaut, par exemple. Quand bien même Greg m'a proposé de me positionner ailleurs ou de me former, de me staffer un petit peu, j'avais, je pense, dans ma tête déjà démarré ce retour un petit peu sur Lyon. Lyon, ville dans laquelle j'étais arrivé 8 ans auparavant et finalement j'y Hmm. avais passé assez peu de temps. Euh, et arrive donc bah, chez Moustache au même moment, donc il y a cette nouvelle usine qui arrive et il y a le changement de fonds d'investissement qui était prévu dans une démarche tout à fait saine. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent finalement début 2019. C'est un marqueur autant pour moi personnellement que pour Moustache. Donc c'est le bon moment pour partir. Ok. J'ai pas envie j'ai à peine 30 ans à ce moment-là, j'ai pas envie de risquer d'être le vieux commercial qui s'accroche à son poste Hmm. avec sa petite mallette. C'est un peu ma hantise. Et Ouais. non, surtout, je suis pas à l'aise. Enfin, Moustache, forcément, grandissait. On est arrivé sur 35 000 vélos, 30 35 000 vélos. Ça devient colossal, ça devient gros. Moi, à la base, je suis mécanicien dans un magasin de vélos, hein, de formation. Donc, Hmm. j'aime bien faire les choses, j'aime bien me dévouer, mais
J'aime bien aussi dormir sereinement le soir et quand je suis pas l'homme de la situation, je le dis et je prends mes dispositions. Je travaille sur la suite avec mon employeur pour que bah, la suite de mes actions soit prise par quelqu'un d'autre, tout Ok, simplement. ok, ok. Très Et donc à bien. ce moment-là, voilà, je retrouve un peu Lyon. de ouais, Lyon avec déjà un petit peu l'envie de me lancer dans l'artisanat. Je sais que c'est un Mhm, projet qui va mettre longtemps à venir, donc je fais un petit stage chez La Fraise, les passionnés reconnaîtront. mhm. Et en parallèle, je suis freelance. Je crée de nouveau du contenu pour Cyclable, par exemple, Ok. parmi d'autres choses. Et puis l'autre grosse mission sur laquelle j'œuvre, c'est pour l'INCM. Donc tu vois, je retrouve Mhm. des marqueurs de mon passé un petit peu, l'INCM pour qui je donne un coup de main pour son futur développement, donc à ouvrir des futurs sites de formation j'avais toujours poussé l'INCM à aller un peu plus loin au niveau de la structuration des formations, pas seulement géographiquement, mais aussi des contenus. Donc cette année-là, on a travaillé sur l'ouverture de différents sites de formation à travers la France, sur Toulouse, Lyon, Nantes et encore d'autres, même certains qui peuvent être dans les cartons à l'heure actuelle. Ok, ok, Voilà. ok. Et j'essaye de la faire courte hein, quand même, parce qu'il y a pas mal il y a pas mal d'étapes dans mon parcours. Et j'ai là aussi, enfin, et dans la foulée de ces missions-là, je rentre en contact avec Thomas Coulbeau, Mhm, que j'avais connu à peu près à la même époque que toi, quand je m'occupais du référencement des marques chez Cyclable. Thomas Coulbeau, donc fondateur de 12 Cycles, le mhm, fabricant de 10 porteurs bourguignon, basé à Beaune. J'avais connu Thomas à l'époque, avant le lancement de 12. Et on s'était connus, on avait un peu sympathisé. Forcément, j'avais une grosse affinité vélo-cargo. Et on était restés, enfin, on continuait à se dire bonjour sur les salons, ce genre de choses, on échangeait. Et bah, Thomas a appris que j'étais un peu libre à ce moment-là. Et donc, il m'a proposé de venir entamer une mission à la direction commerciale de chez 12, donc en 2020. ok. Et voilà, donc j'ai ensuite passé 1 an et demi chez 12. Euh, un peu moins d'un an et demi, très intéressant en tout cas, parce que j'avais été détaché quand même en étant chez Moustache, j'étais pas forcément sur le vélo cargo, donc il a fallu s'y remettre. Mhm, Le vélo cargo avait beaucoup évolué depuis, il y a la cyclo-logistique qui s'était bien développée, et surtout bah, j'ai pris mon poste 15 jours avant le premier confinement. Et on sait à quel point la cyclo-logistique et tout l'aspect vélo-cargo s'est développé c'est sympa. les mois qui ont suivi. Donc, Mhm, ça a été très, très intéressant à s'occuper. Et, mais là aussi, j'ai 12 étant en Bourgogne, j'avais volonté de rester sur Lyon. 12 avait besoin de quelqu'un, je pense, qui s'impliquerait un petit peu plus. Donc, mhm. j'ai choisi de retourner sur Lyon avec d'autres projets bah, une fois que mon fils était né. Voilà, Ok, histoire de génial. m'occuper un peu plus. Bon, Epsilon, Epsilon, c'est un projet on y vient. Alors, on y on a vient. mis longtemps. Alors, Et j'ai, encore, j'ai j'ai- passé des étapes, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc Epsilon, c'est le projet sur lequel, enfin le projet plus que le projet d'ailleurs, c'est la marque sur laquelle travaille Thomas. J'ai volontairement voulu que Thomas s'exprime sur tous ces sujets-là parce que je trouve le parcours super intéressant et parce que aussi je voulais, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est aussi de montrer que il y a des étapes avant de créer une marque et je pense qu'on a entendu dans toutes les expériences que tu as vécues ce qui permettait aussi de t'amener vers la création d'une marque. Parce que c'est pas rien, mine de rien, créer une marque, et tu vas nous en parler. C'est un gros morceau, c'est un gros bébé, il faut se former, enfin, il faut être compétent dans plein de trucs. Et ce que je trouve intéressant, c'est toutes ces bribes, toutes ces compétences, toutes ces choses que tu as vues, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es là où tu es, quoi. Et donc, ouais, donc tu vas nous parler d'Epsilon, ce que c'est, et puis, puis pendant que tu nous racontes tout ça, tu vas nous expliquer un peu comment, justement, toutes ces bribes ont composé ce qu'est le projet aujourd'hui. Yes.
Donc, bah, Epsilon, c'est la marque qu'on a créée avec Quentin, mon associé, Quentin Stier. C'est une marque qu'on a créée globalement il y a un an. C'est un projet qui, autant pour lui que pour moi, a mûrissé depuis quelques années. Et comme tu le disais, Antoine, c'est quelque chose que je mûrissais depuis longtemps. Le vélo artisanal m'intéressait depuis pas mal d'années. Je me souviens encore, quand j'étais à l'INCM, justement, faire des reviews sur le North American Handmade Un Bicycle Show, bicycle show, ouais. les NABS. Mm. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Moi qui venais justement pas d'un milieu très. Enfin, je ne savais pas travailler avec mes mains, ce genre de choses. Mm. J'ai toujours trouvé ça fascinant qu'on puisse fabriquer des vélos, les souder, ce genre de choses. C'est marrant, c'est que quand on en parle à des personnes du métier à l'heure actuelle, des fois, le fait que des cadres soient soudés, qu'ils soient en aluminium ou en acier, n'est pas forcément une notion naturelle pour tout le monde, tellement on est un peu Mm. détaché soit de l'artisanat ou de l'industrie dans nos mondes et nos modes de distribution aujourd'hui. Mm. Bref. Comme tu le disais, ce projet il s'est construit au fil de mes différentes expériences. À titre personnel, j'ai toujours eu envie de pas forcément rester sur le volet commercial de mes fonctions, mais plus me diriger vers le produit. On est passionné du vélo, on le dit tous quand on passe devant ton micro. Et on est beaucoup dans l'industrie comme ça, à aimer le vélo, à aimer l'objet et à avoir envie de le façonner un petit peu du mieux qui soit, en tout cas avec la vision qui nous est le plus familière. Et j'ai Epsilon, donc c'est un projet que moi j'envisageais depuis pas mal d'années, à la fois créer des vélos sur mesure, des vélos comme on peut en voir pas mal, du gravel, du vélo de route, du VTT, mais j'avais vraiment envie aussi de créer des vélos assistance électrique sur mesure, de série, mais en tout cas qui aient leur cadre, qui soit fait localement et dans un matériau comment dire, qui a toujours eu mon intérêt, qui est l'acier. Mm. Je trouve que c'est un matériau alors, qui a été délaissé pour beaucoup de raisons qu'on connaît dans l'industrie, pour des raisons de coût, d'hydroformage, de technicité aussi. Mm. Mais je trouve que ce qu'on fait, ce qu'on est encore capable de faire avec l'acier et ce qu'on sera encore capable de faire demain, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont réalisables, c'est génial. Et sa mise en œuvre, simple et compliquée à la fois, ça va dépendre de ce qu'on souhaite Mm. faire avec, est assez passionnante aussi. Donc, derrière tout ça, enfin derrière ce côté, j'ai envie de travailler un produit, j'ai envie de travailler un matériau qui existe dans différentes nuances, auquel on peut donner différentes formes, différents rendements. Rentrer dans ce genre de démarche, c'est vraiment parce qu'on a envie de créer un produit qui va être unique Mm. et lui donner des fonctions qu'on ne va pas forcément trouver sur un vélo de série. Mm. L'acier répond à des procédés de fabrication qui peuvent être facilement mis en œuvre et donc on n'est pas forcément obligé d'aller le faire justement à l'autre bout du monde. C'est ça aussi qui était Ouais. intéressant Mm. dans la démarche. Donc voilà, pour énormément de raisons comme ça, j'avais envie de créer une marque et de fabriquer des vélos en acier, tout simplement, Mm. d'arriver à ce j'ai eu le plaisir d'avoir plein comme tu le disais, de postes différents dans ce milieu, mais j'avais envie d'être capable de savoir fabriquer des vélos moi-même. Mm. Il y a différentes étapes quand on fabrique un vélo. On le conçoit, on le dessine, il est mis sur plan, on le soude ensuite, on le peint. Et aujourd'hui, on a le plaisir effectivement avec Quentin de réaliser toutes ces étapes. Mm. Ça a ce Euh, côté satisfaisant et puis j'ai entendu ça de la bouche de plusieurs personnes, c'est la notion de sens aussi. ouais, La notion complètement. de sens, d'avoir quelque chose de très concret qu'on peut créer, qu'on peut imaginer et mettre en œuvre. Mm. Est-ce que t'as eu le sentiment que le Covid, les confinements ont été un peu responsables de ça ou c'est quelque chose que tu voulais faire quoi qu'il arrive? Non, c'est quelque chose que je voulais faire quoi qu'il arrive, parce que prends- je vais prendre mon stage chez La Fraise à Hmm. Roubaix, par exemple, que je réalise en 2019. Donc,
2019, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il me manque pour me lancer, par exemple. Hmm. Des moyens financiers, des moyens techniques, enfin voilà, la liste est faite et ça crée un peu une roadmap sur comment est-ce que je peux arriver jusqu'au fait de fabriquer mes propres vélos Hmm. et combien de temps ça peut me prendre. Il y a donc non, ça aurait été réalisé dans tous les cas. Hmm. Ouais, non, le Covid n'est pas venu là-dedans. Au contraire, le Covid, je pense, a plus ralenti les choses. Parce je pense qu'il y a 4 5 ans, quand on voulait des tubes Columbus ou juste 3 dérailleurs Shimano, c'était beaucoup plus simple Ouais. qu'il y a 2 ans. Hmm. Aujourd'hui, on sait tous qu'on est revenu un petit peu à la normale, même à une extra normale, on va dire, de ce point de vue-là. Non, non, par contre, il y a un élément qui est vraiment déclencheur et qui est accélérateur de la démarche quand je pars de chez 12, justement, en 2021. C'est que, alors je pars de chez 12 parce que j'ai envie de me retrouver aussi un peu sur d'autres projets. Quand je pars de chez 12, je ne Hmm. sais pas encore exactement sur quel projet je vais aller. J'ai toujours deux, trois projets hein, sous le coude. Le premier, c'est d'aller vers l'ouest, de retourner vers un petit peu géographiquement vers ma région d'origine Hmm. et plus précisément vers la Bretagne. Je commence à travailler là-dessus et puis je suis toujours en contact avec l'artisanat et notamment d'un artisan qui est à côté de chez moi, qui est bien connu ici, qui est Cycle Guédon. Hmm. Cycle Guédon, Daniel Guédon a toujours cherché un repreneur, ça c'est jamais fait. Je repasse le voir, il me dit non, non, j'ai déjà un repreneur et tout ça. Donc bon. Moi, je suis dans ma roadmap, justement, j'ai malgré tout une brique, c'est formation à la reprise d'entreprise. Donc, je m'inscris à la Chambre des métiers à une Hmm. formation à la reprise d'entreprise. Et bah, il se trouve qu'on était 6 dans cette formation, dont Quentin, qui souhaitait se lancer aussi dans l'artisanat et qui envisageait de reprendre les cycles guidons, justement. Donc, bah, à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés en formation à la Chambre des métiers. Hmm. On a deux profils totalement différents et complémentaires. Quentin, lui, est ingénieur en matériaux, mécanique, a un gros background technique. Et bah, ça faisait partie des briques un petit peu qui me manquaient. Et lui comme moi, on avait toujours cherché à s'associer, déjà parce qu'on n'avait pas envie de bosser tout seul, chacun de notre côté, et bah, parce qu'il nous manquait une partie des compétences nécessaires pour fabriquer des vélos, c'est une chose, mais lancer Hmm. une marque en est une autre Hmm. Bien et sûr. donner un contenu à cette marque et donner du sens et créer quelque chose qui trouve sa place sur le marché. Donc voilà, ça a été ça vraiment l'accélérateur déclencheur, on va dire. Le fait de rencontrer la bonne personne, ça a permis ensuite de remplir toutes les cases de la roadmap plus rapidement, avec Hmm. plus de confiance. Et bah, c'est ce qui nous a permis en 2022 de sortir nos premiers vélos, nos premiers protos, on va dire et bah, d'avoir un projet artisanal qui ne démarre pas tout petit dans le fond d'un garage comme on peut souvent le voir. On habite tous les deux à Lyon avec Quentin, on est tous les deux urbains et on voulait vraiment que dans nos projets, on voulait vraiment inscrire cette fabrication artisanale Hmm. dans le cœur de ville. Aujourd'hui, on est dans une ville comme Lyon. Euh, Lyon, c'est un super laboratoire avec le lancement du Vélove en 2005, la piétonisation des berges. C'est une des premières villes à avoir eu vraiment une grosse démarche cyclable. C'est ce qui, moi, a trouvé mon intérêt au début des années 2010. Je voyais bien que le marché, notamment urbain et électrique, se développait ici à une vitesse différente des autres Hmm. villes. On a un taux d'équipement en vélo électrique qui est assez impressionnant comparé à d'autres villes. Donc, il y a, il y avait pas meilleure ville, meilleur endroit pour tester ce genre de projet. Ok. Aujourd'hui, Epsilon n'existe pas, enfin, on n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché. On fabrique des vélos sur mesure comme d'autres marques et des vélos électriques comme d'autres marques, mais des vélos électriques, alors c'est pas l'argument premier, le fait qu'ils soient fabriqués à côté de la maison, mais plus des vélos assistance électrique ultra personnalisés Hmm. qu'on vient se faire fabriquer, un peu comme c'était fait il y a 50 ans quand on allait dans un magasin de vélos. Il n'y a pas de nostalgisme derrière tout ça, mais le fait de pouvoir, à côté de chez soi, aller choisir, aller se faire faire, un peu comme chez le tailleur aussi, un vélo assistance Hmm. électrique sur mesure en moteur Bosch, Ouais. c'est ça notre élément principal. Ouais. Génial. Et alors, j'ai enregistré il y a quelques jours un épisode avec Émeric Lebrun Ouais. de CIFAC, qui a la même démarche, mais sans le côté électrique, et donc qui confirme le regain d'intérêt
pour le vélo personnalisé, ou en tout cas le fait qu'il y a toujours un intérêt massif pour des gens qui veulent se faire leur propre vélo, parce que bah, c'est cette part de rêve, d'exclusivité et puis il y en a pas deux, quoi. Hmm. C'est ça. Alors qu'est-ce que concrètement, c'est quoi le process? Comment ça fonctionne? Moi, je veux un vélo, là. Je veux fabriquer le même que celui que tu as fait, là, le VTT qu'on a vu au Salon de Lyon, qui est magnifique. C'est quoi le process? Comment je fais? Bon, tout simplement, on se rend compte déjà, on rentre en contact, que ce soit par mail, par téléphone ou directement à la boutique, parce qu'on a atelier plus petite boutique, petit showroom. Qui se trouve où? Et à Villeurbanne. Villeurbanne. Très bien. Villeurbanne, Charpennes, donc pas très loin de la gare Pardieu. Donc Ok. on voulait vraiment avoir un lieu de fabrication en centre-ville où on peut recevoir nos clients, nos utilisateurs, qui Hmm. puissent venir voir la fabrication de leur vélo s'ils en ont envie ou pas, hein, Ouais, ouais. ça dépend des démarches. D'accord. Mais tout simplement, on se rencontre, on passe un petit moment à discuter bah déjà de ce qui t'amène là, si c'est plus un projet, enfin de quel type de projet tu peux avoir envie, quelle pratique du vélo tu peux avoir. Et derrière la catégorie, que ce soit un gravel, un électrique ou peu importe, ou un Hmm. VTT, on va, comment dire, échanger pas mal ensemble sur bah, tout ce qui, comment dire, tout ce qui t'a plu sur tes vélos précédents et aussi forcément tout ce qui ne t'a pas plu. Alors des fois, D'accord. les vélos précédents, ils plaisent beaucoup, il n'y a rien à redire dessus et on part juste sur un vélo N+1 Hmm. comme dans beaucoup de cas. Des fois, c'est on veut se faire un vélo sur mesure pour répondre à comment dire, on va chercher à améliorer son ergonomie sur le vélo. Hmm. Les motivations sont toutes très différentes. Il y a pas forcément de je veux me faire le plus beau vélo ou alors je veux répondre à un problème d'ergonomie, un problème médical ou quoi que ce soit. Les motivations sont vraiment très larges. Donc on est Ok. vraiment dans un échange one-to-one avec le consommateur, avec le cycliste. On n'a pas deux échanges avec nos clients qui se ressemblent. Ouais. On- Oui, parce que c'est de la personnalisation et que en plus de ce côté personnalisation, mine de rien, tu peux choisir de te faire un vélo sur mesure, qu'il soit électrique ou non, quoi. Et jusqu'ici, Ouais. ça existait pas, en fait. À ma connaissance, non, ça Hmm. n'existait pas. Après, il se passe tellement de choses sur la Oui, planète oui, bien sûr. que. On peut pas avoir Mais tout. effectivement, là, on a commencé à réaliser, on a fait on a un deuxième qui arrive de vélo à essence électrique purement sur mesure, donc avec réalisation d'une étude posturale Ouais. complète. Et alors, c'est marrant, on a un gabarit Hmm. de positionnement qui est un gabarit de positionnement Bernardino qu'on a récupéré et qu'on a retravaillé, qu'on a modernisé. C'est Hmm. génial, il faudra qu'on le mette en avant, ce petit outil. Et bah, on a fait un gabarit de positionnement pour l'occasion bah, c'était pas un vélo électrique sportif, c'était un vélo électrique un commuteur Ouais. avec une position Hmm. droite, mais réalisé pour un VTTiste avec une fourche en 120 mm et des pneus en 29 par 2,35 parce que le trajet de l'utilisateur passe par Hmm. des chemins de Ok. tracteurs et tout ça. Donc ouais, c'est ce qui est génial, c'est vraiment de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Je vais pas Hmm. dire qu'on n'a pas de limites. On a des limites structurelles, de sécurité, de budget. Hmm. Mais par contre, on peut vraiment laisser libre cours à notre création. Et ça, c'est vraiment top. Pour nous, c'est sûr, en tant que professionnel, c'est pour ça qu'on est là. C'est notre motivation Ouais. première. C'est la raison pour laquelle on a créé ce projet-là, enfin, cette entreprise. Hmm. Mais pour le client, c'est génial. Forcément, on essaye de lui faire vivre la meilleure expérience possible, juste par le fait que c'est c'est pas le choix qui l'intéresse le client. C'est pas parce qu'on peut lui proposer 150 guidons différents ou 300 selles Hmm. et puis les coloris, tout ce qu'il veut. C'est juste que bah, quand on discute, on va, de par nos connaissances, de par nos habitudes, on va déceler ce qui fait la Hmm. petite différence dans sa pratique et Ouais. faire le vélo qui vraiment correspond bien pour que, voilà, quand il s'assoit sur le vélo, il faut qu'il soit à la maison. Hmm. Et c'est là où, du coup, toute l'expérience que tu as accumulée pendant toutes ces années prend tout son sens et que tu es capable d'accompagner la personne qui vient te voir et de lui dire t'as pensé à ça ou peut-être qu'il y a ça qui pourrait te plaire ou... C'est ça, on est obligé de Hmm. se projeter. Ça fait partie un petit peu pour moi, des charges tout simplement du vendeur de vélo. Hmm. Nous, on va très très loin là-dedans. Et pour refaire un petit peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le début du marché du vélo électrique,
quand on allait conseiller, au début de Moustache, quand on allait vendre la marque, c'est encore le cas à l'heure actuelle dans beaucoup de magasins. Les vendeurs vendent un vélo pour le besoin instantané Hmm. du client. Euh, Nous, chez Epsilon, on est en général, ceux qui viennent nous acheter un vélo électrique, ils en ont déjà eu un ou deux. Hmm. Ils ont évacué l'option vélo de série parce qu'ils en ont fait le tour. Hmm. Pour des limites techniques ou tout simplement de plaisir de rouler, ils ont besoin d'autre chose. Mais en magasin, je vois aujourd'hui aussi beaucoup de vendeurs qui vont conseiller un vélo en prenant en considération juste le cahier des charges de l'utilisateur à un instant T. Sauf Hmm. qu'aujourd'hui, quand on, Oui. quand on, Hmm. on découvre le vélo assistance électrique, bah, souvent on a l'habitude de faire 3 fois du vélo dans l'année avec son décathlon qui est poussiéreux dans le garage. Le client ne sait pas qu'il va faire 2000 km dans l'année, qu'il va Hmm. rouler des sorties de 2 heures sur la selle, ce genre de choses, Bien et sûr. on a tendance à pas lui vendre un vélo en conséquence Hmm. et à le décevoir. C'est dommage. Alors c'est très bien, nous, ça nous fait plus de clients pour les boîtes comme nous. Mais ouais, on est vraiment obligé de projeter le client Hmm. dans son utilisation. Euh, c'est pas un exercice facile parce qu'il a l'impression comment dire, je vais pas dire qu'on est qu'on se met à la place de ses habitudes. Mais c'est un savant mélange effectivement de connaissances cyclistes, d'habitudes cyclistes et d'écoute du client. Ouais. Génial. Oui, puis de l'aider à se projeter. Et puis parce que j'imagine, alors, parce que en tant que vendeur chez Decathlon à l'époque, on avait forcément, et tu as dû voir ça aussi, des gens qui viennent nous voir, à qui on dit, eh ben écoutez, je peux vous proposer ce vélo, et qui vont nous dire, oui, mais attendez, alors là c'est quand même un petit peu cher, et puis je sais pas si je vais l'utiliser. Hmm. Là, pour le coup, comme tu es sur du sur-mesure, j'imagine que ça a un certain coût. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, si c'est quelque chose qui... ou si tu as une grille tarifaire avec des prix et tout ça. Mais tu dois avoir des gens qui se disent, ah ouais, là, c'est peut-être un petit peu trop. Aujourd'hui, pour l'utilisation que j'en fais, c'est peut-être un peu too much. Hmm. Euh, et finalement, en fait, quand la personne se retrouve sur son vélo, bah, elle se retrouve à faire beaucoup, beaucoup plus de bornes et de passer beaucoup plus de temps sur son vélo qu'elle n'imaginait, quoi. C'est ça. Justement, t'as une grille tarifaire, comment ça fonctionne On a des tarifs de départ, Hmm. tout simplement, qui sont faits à partir de nos possibilités, comment dire, notre modèle économique, hein, Hmm. sur un vélo sportif type gravel, route. Hmm. On va être à partir pour un sur-mesure, enfin, sans option, sur une Hmm. construction simple. Quand on dit construction simple, sur de l'artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage en interne, on est en passage en externe. Mhm. Un boîtier de pédalier classique, une peinture monochrome. En général, on est à partir de 4 500 € Mhm. vélo complet. Sur de l'électrique, on est pour un vélo typé VTC ou urbain en moteur Bosch Performance, on est à partir de 4 200 €. Là, par contre, on n'est pas sur une géométrie sur mesure, on est sur une géométrie de série. Ok. La raison pour laquelle on est à ces tarifs-là, on saurait faire un peu moins cher, mais le delta par rapport à je vais dire nos concurrents en Hmm. magasin de vélo traditionnel serait vraiment trop grand. À Hmm. partir de Jérôme Mortal en parlait l'autre jour sur ton podcast, aujourd'hui l'acceptabilité sur le différentiel de tarif pour du Made in France ou du Made in local ou ce qu'on veut, il est de l'ordre de 10-15%. Hmm. Je pense qu'on s'y retrouve bien dans ces chiffres-là. Donc à 4 200 € pour un électrique de série, mais avec option. C'est-à-dire que pour ce tarif-là, le consommateur, on choisit avec lui toute l'ergonomie, tous les points de contact, en fait, tous les points de contact de lui sur le vélo, et Ouais. puis les pneus qui sont montés sur le vélo. Et sa couleur, parce que de toute façon, c'est nous Ouais. qui le peignons. Ok. En fait, à ce tarif-là, on est à peine plus cher, on est 200 € plus cher que les benchmarks du marché. Donc Ok. voilà, Énorme. Très on a bien bien. travaillé. Parfait. Alors j'aurais évidemment un million de questions à te poser, plein de choses que je pourrais te demander, mais l'heure tourne et je ne peux pas non plus te retenir toute l'après-midi, puisque voilà, on fait des enregistrements qui sont longs quand même. Mais en tout cas, on aura
J'espère bien l'occasion de se reparler. Oui. En tout cas, ouais, merci beaucoup Thomas pour tout ça. Où est-ce qu'on a les infos Epsilon Cycle? C'est quoi le site? Ouais, Epsilon-bikes.com ou ok, epsilon.bike. très bien. Ok, Voilà. ok, parfait. T'es un peu sur LinkedIn, Insta? Un peu sur LinkedIn, Instagram aussi, forcément, Ok, on est sur ces deux réseaux-là. très bien. Des salons bientôt? Prochain salon, nous, on est très marché lyonnais. Ouais. On est une production confidentielle qui ne s'adresse, je ne vais pas dire qu'on ne vendra pas à quelqu'un qui vient de Mâcon ou de Grenoble, Hmm, mais vraiment, on se focalise vraiment sur les besoins d'utilisation des cyclistes lyonnais, ok. principalement. Et donc, on fait que de l'événement local. On s'est vu la semaine dernière au salon Ouais. Lyon, Lyon Mobility, Hmm, parce qu'on a le privilège d'avoir ce grand salon juste à côté de chez nous. hmm, Et sinon, ensuite, ça va être principalement tout ce qui est fête de la mobilité, ce genre de choses. Le grand salon marquant auquel on va participer prochainement, c'est le Lyon Cargo Bike Festival, hmm, 14 et 15 mai. Non, 15 mai, pardon, ouais. ouais. Ce week-end, le week-end 14 et 15 mai, place Bellecour à Lyon. Et on a notamment l'élection du vélo cargo de l'année, parce qu'on vient de sortir un petit cargo qui a démarré Très ce bien. matin de 2 mars, et Ok. auquel on a le plaisir de participer. Voilà, Très avec notre bien. vélo Bah, cargo. écoute, super. Donc pour les Lyonnais, hein, vous qui êtes à Paris, comme moi, je suis à côté, bah écoutez, hein, descendez à Lyon, puis ça vous fera l'occasion d'aller vous faire un petit bouchon lyonnais et puis d'aller voir ce qui se passe à Lyon. On a vu hein, que c'était ultra dynamique dans ce coin-là. Je ne sais pas si c'est la proximité avec le Beaujolais ou si c'était la bonne bouffe ou les montagnes, mais en tout cas, la région lyonnaise est ultra dynamique. Je pense qu'on sera amené à en reparler. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Merci Antoine. Tous les noms, toutes les marques qu'on a citées seront dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous avez des questions pour Thomas, des questions pour moi, des remarques, des feedbacks, si vous voulez nous envoyer un peu d'amour, n'hésitez pas à le faire. On prend, ça nous aide beaucoup. Et on en a bien besoin d'ailleurs, hein, parce que, vous voyez, hein, lancer des projets comme un podcast, bon, c'est relativement simple. Lancer un projet comme une marque, c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà, on a besoin de toutes les bonnes énergies bah, que vous pouvez nous envoyer. Bon, merci Yes. beaucoup Thomas, à très Merci Antoine. bientôt et puis bah, à la prochaine hein, pour un nouvel Ouais, épisode. avec plaisir. Allez, salut, Ciao. ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.